Déjà, moi, il y a déjà un truc, j'ai vu que Le Monde avait fait un petit récapitulatif des 12 candidats à la présidentielle, si je prends juste la France, et la position par rapport à la guerre en Ukraine, que je dise pas de bêtises, mais je crois qu'à part 4, les 8 autres disent qu'il ne faut pas livrer d'armes à l'Ukraine, en gros, parce que c'est continuer la guerre. Donc en gros, on fait quoi? On attend qu'il y ait plus de... C'est à se demander, même si certains, du coup, peut-être qu'ils étaient déçus que le 26 février, ils voient que c'était pas fini. Peut-être qu'ils se disent que ça allait prendre 2 jours, et puis c'est bien, alors on va être là, on va être horrifié, ça va faire les grandes lignes immédiates, puis après on enterrera, et puis là, non. Donc déjà au niveau français, avant de penser au niveau international, je pense qu'il y aurait plein de gens qui devraient déjà se poser des questions. Et encore une fois, je pense pas être quelqu'un de belliciste, fondamentalement. C'est pas ça que je dis, mais quand je lis, il faut pas aider, il faut pas livrer d'armes, parce que c'est offenser la Russie, c'est alimenter la guerre. Oui, c'est sûr que c'est alimenter la guerre. Si on leur donne pas d'armes, à un moment, c'est sûr, quand on a plus de munitions, la guerre, on peut plus la faire. Et puis si on continue à acheter du pétrole et du gaz, les autres, ils peuvent continuer à la faire. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on veut? Donc déjà, à notre niveau. Après, au niveau, je ne sais pas ce que ça a donné, là, toutes ces rencontres hier. Je sais pas. Vladimir Poutine, je fais quand même le constat qu'il ne comprend que la force. Est-ce que intercepter un tir de missile par un autre missile, je parle pas de tirer sur un avion de guerre, mais à un moment, on sait en plus que certains avions se sont approchés comme dangereusement des frontières de l'Union Européenne et de l'OTAN. Je pense qu'en Pologne aujourd'hui, dans les pays baltes, on n'est pas tranquille. En plus, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à expliquer à ma famille, à mes amis. Et j'ai vécu 3 ans en Pologne quand j'étais enfant, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, la peur de la Russie. Il y avait cette idée-là, si vous voulez, dans les années 90 en Pologne, que l'ours était un petit peu endormi, mais qu'il allait se réveiller, et qu'il allait se réveiller de mauvaise humeur. Donc je pense quand même que cette crise a ressoudé l'OTAN, malgré tout. Peut-être ressouder l'Union Européenne, peut-être accélérer les choses pour la création d'une armée européenne, d'une défense qui soit indépendante des États-Unis. Mais aujourd'hui, et concrètement, ceux qui nous disent qu'il faut sortir de l'OTAN, j'ai envie de leur dire, expliquez-moi l'alternative. Et encore une fois, je ne suis pas quelqu'un à l'origine fondamentalement ravi de la crèche, l'OTAN, tout ça. Mais qu'on m'explique. Et qu'on arrête de nous dire que c'est l'OTAN qui veut annexer, qui veut la guerre. Là, aujourd'hui, malheureusement, et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, et je sais que c'est source d'anxiété, c'est qu'aujourd'hui, on est à une situation, je pense, en tout cas en Europe, qui ne s'est plus présentée depuis un siècle. Et la seule différence entre Hitler et Poutine, c'est les armes nucléaires. Hitler ne l'avait pas, effectivement, il n'avait pas l'arme nucléaire. Alors après, j'étais pas amateur des analogies, mais des fois, on ne peut pas s'empêcher d'en faire. Une carrière, on va dire, moyenne au sein d'un corps militaire ou de sécurité de l'État. Une vision de l'histoire, le révisionnisme à fond la caisse. Poutine prend quand même énormément d'éléments à l'histoire impériale russe, plus que soviétique, parce que chez lui, Lénine en prend plein pour son grade. Il est plus Staline que Lénine, il est réactif de la grande guerre patriotique. Mais là aussi, moi ça m'avait surpris dans les années 90, mais quand je disais Solzhenitsyn, à l'époque, avait des mots très très durs sur l'indépendance de l'Ukraine. Donc c'est quelque chose, vraiment, au fond, ce sentiment national, et puis j'ai même peur qu'il ait envie de laisser sa trace dans l'histoire, comme le disait l'État, mais pour le pire. Donc là, et puis son discours, là, son grand Raoul dans le stade pour fêter l'annexion de la Crimée, c'est hallucinant. Il a cité, je crois, 29 fois en 36 minutes le terme Occident, il est dans une logique qui nous dépasse, qui nous apparaît surréaliste, mais qui vient de loin, qui a peut-être été amplifiée par le Covid, par l'usure du pouvoir, par la maladie, on n'en sait rien. Alors oui, j'espère une révolution de palais. Qui aura derrière? On ne sait pas, parce que il prend les décisions seul,
il n'est peut-être pas tout seul. Et aujourd'hui, je pense que les Occidentaux, à part les sanctions économiques et financières, il reste beaucoup de cartes. Et dites-vous que si l'Ukraine est écrasée, ce que personne ne souhaite ici, dans cette salle, j'espère, si l'Ukraine est écrasée, la Biélorussie à l'heure actuelle, je dis bien la Biélorussie, pas le Bélarus, parce que je fais la distinction. La Biélorussie, Loukachenko aujourd'hui n'est plus qu'une extension de la Russie. Il y a déjà donc, des armes avec des ogives nucléaires à Kaliningrad. Donc, si l'Ukraine est écrasée, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura juste reculé. Hein. Vous croyez que ça va résoudre le truc, il va se calmer? Alors lui, il a un problème personnel avec l'Ukraine, un problème identitaire, russe, profond, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais là, il en veut aussi beaucoup l'Occident. Il a développé une forme de paranoïa où c'est l'Occident. Je vous ai dit, dans son imaginaire, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais comme ça tout le monde comprend, mais je crois que pour Poutine, les Ukrainiens sont trop cons pour faire des choix par eux-mêmes. Et il vient de se rendre compte que non, c'est un vrai choix, qu'ils n'ont pas envie de ce modèle-là. Et il a toujours cette idée qu'il y a quelqu'un qui manipule contre lui, celui qui a cédé la siège. En fait, autrement, la place de la personnalité dans l'histoire, il a parié sur le fait que le président Zelensky de l'Ukraine, il allait avoir peur et qu'il allait s'enfuir ou qu'il allait vraiment plier. Et il semblerait que même dans l'Occident, beaucoup d'analystes disaient la même chose et ça a surpris tout le monde quand la réponse du président Zelensky aux Américains qu'il avait proposé de l'évacuer parce que tout le monde pensait que Kiev allait tomber dès le premier week-end, il a dit j'ai pas besoin de taxi, donnez-moi des armes en fait. Donc effectivement la personnalité qui a changé d'une certaine façon aussi le cours de l'histoire, et puis je vais donner aussi un autre exemple. C'est dur à le dire et à en parler, mais dès le premier jour, quand ils essayaient de faire descendre les commandos et surtout beaucoup d'efforts pour se poser sur l'aéroport de Hostomel, en fait, un aéroport de Antonov, parce qu'ils avaient besoin de cette piste pour pouvoir après poser les gros porteurs et faire arriver, je sais pas, une dizaine ou plusieurs dizaines d'hommes pour entourer le centre de Kiev, le quartier présidentiel, et décapiter Kiev comme il voulait. Et le président Zelensky avait donné l'ordre à l'armée, on ne veut pas de prisonniers, tuez-les. Et donc ces commandos, malheureusement, ont laissé leur vie en Ukraine, et ça a été un signe fort pour dire que non, on va se battre, et que tous ceux qui... Il y avait aussi des groupes venus de Russie infiltrés. Il y a des gens qui étaient là, il y avait des groupes à Kiev et aux alentours qui étaient là depuis mi-décembre, début janvier, et qui attendaient le signal pour se mettre à faire des choses. Et bien finalement, personne n'a bougé parce que ça, tout de suite, on a compris que ça va mal se passer. Et du coup, le deuxième jour de la guerre, le président Poutine qui s'adresse, soi-disant, à l'armée ukrainienne pour dire apprenez le pouvoir, débarrassez-vous de, comment il a dit, de ce chaman en fait, d'alcoolique. Ouais, et puis on aura plus de facilité à s'entendre, vous et moi. Et on ne comprenait pas, on se disait, mais pourquoi il parle comme ça à l'armée ukrainienne? Et jusqu'au moment où on a compris que de facto, il pensait, on lui a fait croire qu'il y avait tout un réseau d'agents infiltrés qui étaient prêts à recevoir les Russes et à les accueillir avec des fleurs et puis à dire oui aux libérateurs. Et comme il ne se passait rien, ils ne comprenaient pas. Et donc, du coup, c'était un message voilé pour dire mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous somnolez où vous êtes? Agissez. Donc, il y avait un plan qui voilà, blitzkrieg, et qu'en 2-3 jours, Kiev tombe.